Vous écoutez le Libre Journal des débats dirigé par Charles Demeyer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 29 mai 2019 de 21h30 à 23h et réalisé par Adrien. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Libre Journal des débats. Il est ce soir en direct après une pause d'émission qui était enregistrée pour les deux précédentes. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous le dire en envoyant un courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Adrien aura grand plaisir à les lire et nous le remercions pour cela ce soir puisqu'il sera le seul à pouvoir les lire. Si vous voulez intervenir au cours de cette émission, un seul courriel, courtoisie@radiocourtoisie.fr. Vous êtes en direct sur Radio Courtoisie, le libre journal des débats, et nous n'allons pas faire dans l'originalité ce soir puisque nous discutons de l'analyse des élections européennes et nous avons un journaliste qui pour le coup est original puisqu'Emmanuel de Gestas est parmi nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Charles. Vous serez nombreux à intervenir ce soir. On aura Guillaume Bernard, Philippe Pichot-Bravard, Léon Morin et peut-être d'autres même. Mais c'est avec vous que j'avais envie de commencer, Emmanuel de Gestas. Merci pour votre invitation. Puisque vous faites partie d'une génération qui est un peu entre deux, si on veut le dire. Une génération qui a du mal à être perçue par les sondages. La première chose qu'on a envie de vous poser, c'est en même temps en fonction de ce que vous êtes, c'est-à-dire en fonction de votre âge, de votre formation politique et en fonction de votre métier de journaliste, comment vous avez ressenti le résultat du scrutin européen dimanche dernier? Un étonnement et une confirmation. Un étonnement, tout d'abord on va rentrer dans le vif du sujet, je vais pas aller par quatre chemins, le résultat des Républicains. C'est-à-dire que c'est la première chose qui m'a marqué quand à 20h devant ma télévision, mon poste de télévision, j'ai vu les résultats s'afficher et les 8% obtenus par la liste de François-Xavier Bellamy, 8,5 si ma mémoire est bonne. Pardon de la trivialité du terme, je suis tombé de ma chaise, littéralement. Je m'attendais pas à un score pareil. Et puis la confirmation, c'est-à-dire que je pense qu'on aura le temps d'y revenir durant la soirée, durant l'émission, la confirmation de la bipolarisation de la vie politique autour de La République En Marche et du Rassemblement National. Cette bipolarisation, est-ce que vous trouvez que c'est une clarification du jeu politique et finalement nous avons le clivage que le président a essayé d'imposer mais qu'aussi un certain nombre de journalistes entre les patriotes ou les nationaux, appelons-les comme on veut, et les progressistes, progressistes à la fois dans un point de vue mondialiste et dans un point de vue sociétal. Est-ce que pour vous c'est la confirmation que c'est l'enjeu majeur de la politique aujourd'hui ou est-ce que ça vous paraît un peu plus profond que ça? Oui, moi je pense que c'est un clivage qui me paraît pertinent. En fait, j'ai remarqué un certain nombre de responsables politiques et d'analystes expliquent que le clivage droite-gauche est mort. Je pense que c'est à la fois vrai et à la fois inexact. C'est à la fois vrai parce que l'ancien clivage droite-gauche, effectivement mort, c'est-à-dire le clivage entre les Républicains et le Parti Socialiste. La fameuse phrase de Philippe Séguin qui me revient souvent en tête, c'est la droite et la gauche sont deux détaillants qui se fournissent au même grossiste, l'Europe. Ça, c'est vrai. Maintenant, le clivage conservateur-progressiste, nationaliste ou populiste versus mondialiste, globaliste, pour moi, en fait, c'est le nouveau clivage droite-gauche en réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que pour vous, la droite revient à ses fondamentaux en étant finalement dans un processus de clarification vis-à-vis de ce sujet ou est-ce que c'est une mutation? Non, je pense que c'est une clarification, c'est-à-dire que justement, on va voir tout à l'heure Guillaume Bernard qui explique ça très bien dans son livre, son ouvrage majeur, Le mouvement d'Estrogir. C'est qu'en réalité, lui et le philosophe Jean-Claude Michéa expliquent très bien qu'en fait, la gauche est en train de revenir à ses fondements libéraux du 19e siècle. Et qu'en réalité, ce que Jean-Claude Michéa appelle le bloc élitaire, le bloc bourgeois, Louis-Philippard, comme diraient certains, est en train de s'est reformé et, si vous voulez, à retrouver son unité d'origine. Et c'est-à-dire, et la droite, elle, s'est éloignée de son libéralisme, de la parenthèse libérale que nous avons connue pendant entre 45 et 90, c'est-à-dire entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du mur de Berlin ou la fin de l'Union soviétique, où la droite était plutôt libérale par hostilité au communisme. Et aujourd'hui, cette dialectique n'a plus lieu d'être, et en fait, la droite est en train de s'éloigner de son libéralisme originel pour revenir à quelque chose de plus... pour reprendre les catégorisations de René Raymond, c'est-à-dire soit une droite légitimiste avec une vision aristotélicienne de la société, soit une droite bonapartiste, c'est-à-dire qui a accepté
que la société repose sur un contrat social, mais qui néanmoins est consciente qu'une société pour exister a besoin de tradition, d'ordre, d'enracinement et surtout d'autorité. La question qu'on a envie de vous poser immédiatement, c'est que François-Xavier Bellamy est un peu aux confins de ces droites-là. On ne sait pas trop si on pourrait le rattacher à une droite légitimiste, à une droite orléaniste. Finalement, il est un peu dans un compromis entre ces deux droites. Il n'a pas trouvé son électorat, il est à moins de 10 points, réalisant un score moins bon que celui de Nicolas Sarkozy, et largement moins bon dans le pire score réalisé par le RPR, puis l'UMP et maintenant les Républicains. Est-ce que finalement, le problème de cette droite-là, c'est pas qu'elle s'est complètement appauvrie et qu'à part la proposition portée par Jordan Bardella, en fait, elle n'existe plus? C'est d'ailleurs ce que Nicolas Sarkozy dit en disant en France, aujourd'hui, la droite n'existe plus. Je vais un peu vous contredire sur François-Xavier Bellamy, pardon. Je pense fondamentalement qu'en réalité, si il incarne bien la droite légitimiste, c'est-à-dire la droite, appelons-la la droite conservatrice, qui met d'abord en avant, pense que l'économique est subordonné au politique et au culturel. Moi, je pense que ce qui fonde la droite et la gauche, c'est la différence entre le culturel et l'économique. C'est-à-dire que pour moi, la droite, elle est fondamentalement culturelle et la gauche est fondamentalement économique. C'est ce que j'appelle la droite, c'est l'être et la gauche, c'est l'avoir. Et François-Xavier Bellamy, il incarne bien cette droite culturelle qui met d'abord, avant tout, les questions sociétales, appelons-les comme ça, les questions culturelles, la question de la famille, la question de la nation, la question avec un degré différent, quelqu'un comme Jordan Bardella qui est, je pense, plus d'une tradition bonapartiste, mais cette droite-là, oui, elle est d'abord et avant tout culturelle. Et pour revenir à votre question sur la droite de manière générale, je pense que cette droite-là a souffert pendant très longtemps d'une soumission intellectuelle aux diktats, notamment économiques, de la gauche libérale. Je vous rappelle, amis auditeurs, que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Nous parlons ce soir du résultat des élections européennes. Adrien vous attend, il est frétillant pour pouvoir répondre à vos courriels à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces élections européennes. Dites-nous quelle est votre analyse, votre opinion. Nous en débattrons ce soir. Nous allons appeler Guillaume Bernard dans 1 minute. Et avant tout ça, Emmanuel de Gestas, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont voté pour le parti animaliste? Finalement, vous avez un parti avec un animal sur son affiche, ça fait 2 points aujourd'hui en France au cours des élections. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Moi, ce que m'inspire le parti animaliste, en fait, j'ai lu une analyse qui est très intéressante. C'est qu'en réalité, on a affaire de plus en plus à une sectorisation de l'électorat, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui vont voter en fonction de leurs intérêts sectoriels. Les animalistes vont voter pour les animalistes, les écolos pour les écolos. Il y a une liste islamiste, il y a une liste, je sais pas moi, d'autres choses. Et peu à peu, en fait, on assiste à une dislocation de la société, une dislocation de l'électorat qui va voter en fonction de chacun dans son créneau, quoi, chacun dans sa ligne, comme dans une piscine, vous voyez, il y a des lignes comme ça, et chacun vote dans son couloir, en fait. Et ça partit de la dislocation de la société française et du commun. Amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons maintenant en ligne Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Charles. Est-ce que vous êtes fier des élections européennes en Vendée, Guillaume? Parce que j'avais envie de vous en parler. Décidément, la Vendée devient de plus en plus progressiste, c'est ça, je ne me trompe pas? Écoutez, effectivement, LREM est arrivé en tête, mais il y a, je dirais, deux Vendées. Il y a une Vendée, je dirais, à l'ouest qui a mis plutôt le Front National en tête, enfin le Rassemblement National, avec LREM en seconde position, et puis la Vendée de l'Est qui, elle, a mis LREM en tête, et il faut bien le dire, la démocratie chrétienne a sans doute contribué à ce basculement vers LREM. Donc c'est vrai que la Vendée villiériste, pour l'instant, est en sommeil. Voilà. Mais il n'est pas dit qu'elle ne se réveillera pas un jour. Guillaume Bernard, est-ce que j'ai raison si j'affirme que le principal parti qui a emporté ces élections européennes, c'est massivement les abstentionnistes, ou est-ce que je m'égare? Alors oui,
oui, effectivement, il y a la moitié de l'électorat qui ne s'est pas déplacé. Cela dit, il y a eu un regain de participation assez inattendu, il faut bien le dire, parce qu'on pensait qu'on aurait aux alentours de 60% d'abstention, et finalement, il n'y a eu que 50%. Et c'est vrai que le regain de participation a très vraisemblablement bouleverser les choses parce que non seulement les sondages se sont un petit peu trompés, encore que pour l'essentiel des listes, ça n'a pas été le cas. C'est surtout évidemment pour la liste de François-Xavier Bellamy qu'il y a eu, je dirais, une vraie surprise. Et puis, je ne vous le cacherai pas que nous sommes quelques-uns à recevoir au fur et à mesure de la journée du vote, eh bien, les sondages sortis des urnes. Et très longtemps dans la journée, eh bien, on n'avait pas du tout les résultats qui sont tombés à 20h. La participation, les 8 points de participation en plus que ce qui était prévu, eh bien, ont changé véritablement la donne. Et ça, c'est quand même extrêmement instructif parce que le différentiel de participation en fonction des catégories socio-professionnelles a fait que eh bien, le Front National a réussi finalement à faire à peu près le même score qu'en 2014, mais avec des voix en plus. Étant donné la participation supérieure à cette élection par rapport à il y a 5 ans, et que en revanche, effectivement, LR a fait un très mauvais score, il faut bien le dire. D'une part parce qu'une partie de son électorat libéral a glissé vers Emmanuel Macron, et d'autre part parce que cet électorat-là l'électorat traditionnel, je dirais conservateur, ne s'est pas mobilisé, alors qu'en revanche, la France périphérique populaire s'est mobilisée et est allée voter pour le Rassemblement national. Nous allons évoquer ces deux partis de droite jusque-là. Je voudrais que nous restions un petit peu encore sur les abstentionnistes, ça m'intéresse. Est-ce que pour vous, Emmanuel de Gestas, le système politique français reste crédible quand, très régulièrement, au cours de certaines élections, un Français sur 2 refuse d'y participer? Bah écoutez, ça pose question, parce que qu'est-ce qui fait qu'un Français sur 2, comme vous le dites, ne va pas voter? En fait, c'est plus qu'un Français sur 2, parce qu'il faudrait considérer en plus ceux qui ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Ceux qui ne sont pas inscrits sur l'électoral, mais admettons, partons du principe que c'est un Français sur 2, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui fait donc que ces gens-là, ces abstentionnistes, ne vont pas voter? Et ben, je pense que c'est simplement qu'ils se sentent pas représentés, qu'ils se sentent pas, que l'offre politique qu'on leur propose ne leur paraît pas adaptée, qu'il y a une crise aussi. Enfin, les causes sont, je pense, à mon point de vue, multiples. Il y a une crise de leur représentation. On le voit par exemple aussi au niveau de l'Assemblée nationale, où un parti politique comme le Rassemblement national, qui est au second tour de l'élection présidentielle, qui a fait 11 millions de voix et qui n'a que 7 députés, quoi qu'on pense de cette famille politique, ça pose question, ça pose vraiment question. Alors que d'un autre côté, la France insoumise, elle en a 17. Bon, alors que là, ils viennent de faire 6% aux européennes. Ça pose question. Et puis, donc il y a aussi le mode de scrutin. Est-ce qu'il faudrait passer un scrutin proportionnel, comme par exemple pour les européennes, et on voit que tout de suite les résultats sont différents. Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font que les Français se sentent plus représentés par les élections, et que du coup ça les désintéresse. Guillaume Bernard, est-ce que par exemple vous pensez que le passage à une circonscription nationale pour ces élections européennes explique pour partie l'augmentation de la participation? Je crois que les Français se sont peut-être sentis un peu plus concernés qu'avec des listes régionales, les 8 grandes régions qui avaient été mises en place il y a une vingtaine d'années et qui, d'une certaine manière, faisaient perdre de vue l'enjeu de représenter, d'envoyer au Parlement européen des représentants français. Donc oui, sans aucun doute, la participation a peut-être été un peu plus grande que prévu en raison, je dirais, de la nationalisation de cette élection. Mais il faut bien le dire, Emmanuel Macron a voulu mettre cette circonscription nationale, revenir à la circonscription nationale, essentiellement parce que son parti n'ayant pas d'enracinement local pour l'instant, on verra bien lors des élections locales à partir de l'année prochaine, mais enfin n'ayant pas de représentants, d'enracinement local pour l'instant, eh bien il était à son avantage d'avoir cette circonscription nationale et donc de nationaliser le scrutin. L'une des raisons, je crois, pour lesquelles les Français ne se sentent pas concernés par les élections, c'est d'une part effectivement le fait qu'il y a une crise de la représentation, ça c'est certain, le fait que les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Je vous rappelle qu'il y a eu 1 million dimanche dernier, 1 million de bulletins blancs et nuls
qui est quand même assez important, hein, c'est 4%, si je ne m'abuse, de 4% des suffrages, enfin des personnes qui sont allées se déplacer ont mis un bulletin nul ou un bulletin blanc. C'est plus Donc que Benoît ça, Hamon. c'est quand même important. Et puis, je crois que pour ce qui est de le plus important, me semble-t-il aussi, et ça a été dit par Emmanuel de Gestas, c'est que tout simplement l'offre politique est insuffisante. Je veux dire, si les Français ne se déplacent pas, c'est que ceux qu'on leur propose, ceux qu'on offre à leur suffrage, eh bien, n'est pas quelque chose qui leur agrée, et donc par conséquent, ils ne vont pas se déplacer. Enfin, on pourrait rajouter un dernier élément, c'est que la Ve République, à partir du moment où on a élu le président de la République au suffrage universel direct, donc c'est la révision de 62 qui est entrée en application en 65, a fait que les Français ont intégré l'idée que les choix politiques étaient pliés lors de la présidentielle. Et qu'ensuite, toutes les autres élections, finalement, devenaient subalternes. Alors qu'en fait, elles visent, je dirais, à élire des politiques à différents niveaux de responsabilité et traitant de sujets différents. Bien malgré cela, ou plutôt il semblerait que les Français n'aient pas intégré cela et qu'ils considèrent que le choix politique étant plié à la présidentielle, ils sont 80% à aller aux urnes lors de cette élection et ensuite finalement ils se désintéressent de la vie politique. C'est sans doute dommage, mais enfin c'est un élément à prendre en considération. Autre élément à prendre en considération, Guillaume Bernard, c'est la quasi-absence de la question de la souveraineté, je pense qu'on peut le dire, pendant ce scrutin européen. On peut le voir pour les partis qui ont fait de la souveraineté la question fondamentale de leur élection, à la fois l'UPR de François Asselineau et les Patriotes de Florian Philippot, mais même la liste de Nicolas Dupont-Aignan ont essuyé des résultats qui étaient catastrophiques pour les uns et très décevants pour les autres. La campagne du Rassemblement national n'a pas traité ou quasiment pas traité de cette question. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'était aussi la campagne de la disparition de la question de la souveraineté ? Alors, de fait, c'est cela. Alors, il faut bien le dire, la campagne a quand même été très mauvaise. Hein. Je veux dire, j'ai rarement vu une campagne aussi inintéressante que cela, sans doute dû notamment au fait que il y avait tellement de listes qui se présentaient que dans les débats télévisés, ça devenait de la cacophonie et on n'arrivait pas véritablement à discerner les positions précises des uns et des autres, outre le fait que certains, évidemment, ont joué l'ambiguïté et je crois que seules les listes qui ont essayé d'être à peu près claires sur leur positionnement, le Rassemblement national, LREM et les écologistes, eh bien, ont tiré les marrons du feu. Bon, alors, la disparition du thème de la souveraineté, je crois que elle tient à plusieurs éléments qui sont convergents. D'abord, évidemment, LREM n'avait aucun intérêt, je dirais, à traiter de ce sujet-là, puisqu'il défendait des positions fédéralistes. Bon, la gauche, évidemment, est extrêmement gênée par ce sujet, parce que la gauche est internationaliste. On nous explique qu'il y aurait une gauche populiste. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est une gauche qui défendrait le peuple en tant que corps politique, mais qui en même temps est internationaliste, ça me paraît quelque peu antinomique, et donc par conséquent, effectivement, la gauche n'avait absolument pas intérêt à aborder ce thème. Pour le Rassemblement national, disons-le, il est vraisemblable qu'ils n'ont pas voulu, je dirais, traiter de ce sujet parce que, eh bien, ils voulaient éviter que ne revienne en boomerang la question de l'euro, la question du Frexit, et par conséquent, ils étaient peut-être un peu gênés aux entournures et voulaient éviter, je dirais, de se retrouver en difficulté en raison de positions antérieures qui avaient été peut-être plus fermes et qui sont devenues cette fois-ci peut-être un peu plus souples. Quant à, je dirais, eh bien, l'échec, hein, il faut bien le dire, de Nicolas Dupont-Aignan, encore qu'il a atteint les 3%, donc ses frais de campagne vont être remboursés, mais c'est vrai qu'il n'a pas atteint les 5% pour pouvoir obtenir des élus. Alors là, l'échec de Nicolas Dupont-Aignan, il est dû essentiellement au fait qu'il a torpillé l'alliance qu'il avait faite avec le Parti chrétien-démocrate, avec Jean-Frédéric Poisson. Ils avaient été donnés dans les sondages jusqu'à 8%, c'est-à-dire qu'ils auraient pu effectivement envisager eh bien d'être véritablement une liste flirtant avec les 10% et donc faire un vrai coup politique. Bon, il a de lui-même cassé la dynamique et donc par conséquent, je crois qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est moins la question du thème qu'il a, je dirais, traité ou qu'il a essayé de traiter que, je dirais, la stratégie, dans le manque de clarté dans sa stratégie qui explique cet échec politique.
Emmanuel de Gestas, est-ce que vous avez regretté que la question de la souveraineté soit à peu près absente de cette campagne ? Oui, parce que effectivement, cette question est tout de même fondamentale, comme je l'expliquais dans mon propos initial. La question de la souveraineté traite à l'avoir, à ce qu'on possède, à nos moyens d'action. La souveraineté, c'est pas une fin en soi. La souveraineté, c'est un moyen d'agir. Et dans un certain nombre de domaines, si la France ne retrouve pas sa souveraineté, par exemple, je pense au niveau des frontières, en renégociant ou en sortant par exemple de l'espace Schengen par rapport à l'immigration, si on ne retrouve pas notre souveraineté législative en faisant de telle manière que les lois, la loi nationale votée par le Parlement national sont prééminentes sur le droit européen, c'est-à-dire, oui, c'est ça, sur le droit européen, et ben, si vous voulez, c'est compliqué quand même, parce que quand on sait par exemple que 75% des lois qui sont votées en France sont de la transposition en droit français du droit européen, ça pose question. Ces élections européennes, elles, sur une question purement idéologique, elles sont importantes, elles auraient dû être fondamentales. La question de la souveraineté, c'est fondamental. Et on aurait dû, en tout cas les partis politiques, auraient dû se saisir de cette question de la souveraineté pour la traiter et pour expliquer clairement aux Français ce qu'il fallait faire, ce qu'ils proposaient pour la France. Léon Morin, est-ce que cela vous a intéressé au cours de cette campagne, le fait que la question de la souveraineté nationale soit très peu évoquée. Alors même que, par exemple, Philippe de Villiers avait vendu beaucoup de livres et fait débat grâce à un ouvrage sur la question quelques mois avant le scrutin. Oui, je dirais que le livre de Philippe de Villiers a été la seule chose intéressante au cours de la campagne. Alors, oui, c'est très regrettable parce que ça n'a pas permis de véritablement débattre, discuter, travailler sur la question de la nature de la construction européenne, de la nature de l'Union européenne. Je rappellerai juste au passage que le slogan génial des partisans du Brexit au Royaume-Uni, c'était Take Back Control. Donc vous me pardonnerez mon accent épouvantable, mais c'était génial parce que ça permettait d'affirmer, je dirais, la nécessité pour un peuple qui a donc un destin commun, qui vise à avoir, je dirais, un avenir commun, de pouvoir avoir le contrôle, de son destin, de ses normes, ça vient d'être dit, de ses normes juridiques, de ses frontières, de son identité, etc. Le fait que l'on ne discute pas de la nature de la construction européenne, est-ce que c'est simplement, je dirais, une organisation internationale, ce qu'elle est? C'est vrai, aujourd'hui, du point de vue international, ça n'est qu'une organisation internationale, ça n'est pas un État fédéral, mais qui en même temps fonctionne en interne comme un État fédéral. Autrement dit, avoir toutes les contraintes du fédéralisme sans en avoir l'avantage, c'est-à-dire la puissance diplomatique, la puissance militaire, ça c'est évidemment un vrai sujet. Par ailleurs, la question que Philippe de Villiers a mis en exergue, c'est-à-dire de se demander est-ce que la civilisation européenne, l'identité européenne, l'ontologie européenne, est-ce que c'était ça qui était au cœur du projet, je dirais, de construction européenne dès le départ, ou est-ce que ça n'était qu'un prétexte, auquel cas, effectivement, on peut comprendre, et je crois que Philippe de Villiers a raison, que l'Union européenne, finalement, n'était que un prétexte pour construire un espace de plus en plus large, de plus en plus, je dirais, étendu, pour favoriser, je dirais, le fonctionnement d'une économie mondialisée et non pas pour défendre les intérêts spécifiques de la civilisation européenne. Eh bien ça, effectivement, c'est un débat qui a été totalement absent. Et encore une fois, seul Philippe de Villiers, au cours de cette campagne, même si lui-même n'était pas candidat, mais par son ouvrage, j'ai tiré sur le fil du mensonge, a évoqué cette question. Le fait que ça a été absent, il me semble que c'est le niveau, alors je vais peut-être être très dur en disant ça, mais il me semble que c'est le niveau intellectuel, la capacité de conceptualisation, je dirais les références historiques qui sont insuffisantes parmi nos hommes politiques, qui sont, me semble-t-il, je crois que là, beaucoup de gens seront quand même d'accord avec moi sur le fait que nos hommes politiques sont d'un niveau intellectuel dégradé par rapport à ce que nous avions auparavant, qui explique qu'ils n'ont pas osé aborder ce sujet, ou parce que tout simplement, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Léon Morin.
En fait, je pense que, enfin, je rejoins Guillaume Bernard quand il parle de l'histoire de la construction européenne et de la question qu'elle pose, c'est-à-dire l'opposition entre fédéralisme et Europe des nations. Et c'est là où, à mon avis, finalement, la question de la souveraineté s'est vraiment posée. Et en réalité, les partis l'ont abordé. Alors, ils n'ont pas tellement employé le terme de souveraineté dans les débats, c'est vrai. Les candidats non plus ne l'ont pas tellement abordé, mais la réalité, c'est que il y avait dans les débats cette véritable opposition entre le fédéralisme et l'Europe des nations. Là où d'ailleurs En Marche et les ministres d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe et autres ont été très malins, c'est qu'ils ne se sont pas prononcés unanimement sur la question. Il y avait à la fois des Édouard Philippe qui pouvaient dire qu'ils étaient favorables et des Bruno Le Maire, on l'a vu d'ailleurs à la soirée qui était organisée par Valeurs Actuelles, qui disait très clairement « je suis pour l'Europe des nations ». Et d'autres personnalités du parti et notamment Nathalie Loiseau qui avait plutôt tendance, sans vraiment le dire, mais à viser une Europe fédérale mieux construite, etc. Donc en fait, je pense que la question, elle s'est véritablement posée. Et c'est d'ailleurs ce qui a très certainement péché du côté des Républicains, puisque leurs candidats, ou plutôt les Français, en fait, ont encore en tête le référendum de 2005. Et quand on parle de souveraineté, c'est aussi la capacité d'un peuple à maîtriser son destin. Et cela, en fait, les électeurs ne le pardonneront pas et ne pardonnent pas à Nicolas Sarkozy d'avoir remis sur la table, alors que les Français avaient dit non, la question du traité constitutionnel. Et je pense que là-dessus, tant que les Républicains n'ont pas réglé véritablement cette opposition entre fédéralisme et Europe des nations, ce que l'on veut vraiment faire de la souveraineté française au sein du concert des nations européennes, eh bien là, ils sont dans l'impasse effectivement, et il n'y a qu'à voir la puissance de la porte. Enfin, la puissance des idées, par exemple, défendues par Étienne Chouard aujourd'hui dans l'opinion publique, parce que si on regarde le scope en fait de ce qu'on peut trouver sur Internet comme information, l'univers ou le paysage. Oui, bon, effectivement. Mais si on regarde ce à quoi s'intéressent en fait les Français qui vont sur les internets, eh bien on s'aperçoit que ils vont regarder massivement des vidéos d'Étienne Chouard sur la question du référendum d'initiative citoyenne, sur toutes ces choses-là, et qui posent en réalité la question de la souveraineté véritablement. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Léon Morin et Emmanuel de Gestas, journalistes indépendants, et Guillaume Bernard, professeur à l'Institut catholique d'études supérieures à La Roche-sur-Yon en Vendée. Guillaume Bernard, une question encore concernant l'état de la gauche, qui me paraît intéressant aussi au cours de ce scrutin. On voit que la France Insoumise fait un score assez médiocre, moins de 7 points. On se rend compte que Place Publique est à peu près au même niveau. Est-ce que pour vous c'est un effacement de la gauche, une mutation de la gauche? Comment lisez-vous le résultat de ceux qui sont en face? Alors moi je suis de ceux qui disent, vous savez que je pense qu'il y a à l'œuvre de manière très lente, de manière souterraine et même de manière officielle aussi, mais de manière plutôt souterraine, ce que j'ai appelé le mouvement d'Extrogir. Donc je pense que la gauche est en déperdition sur le moyen terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de temps en temps des candidats type Mélenchon qui, par leur charisme, qui par leur efficacité, de tribun, réussissent à faire de bons scores comme il l'a fait à l'élection présidentielle de 2017. Mais je fais partie de ceux qui pensent que à partir du moment où il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu une décrédibilisation du collectivisme et par contre-coup du socialisme de manière plus générale, et que cette gauche est en recul. Bon. Donc, quand on regarde les résultats, on voit que quand on additionne toutes les listes de gauche, y compris les Verts, alors les Verts sont ambigus, à mon avis, les Verts sont très libertariens sur un certain nombre de questions et deviendront assez rapidement des alliés ou des supplétifs, du moins, de LREM. Bon, mais même si on les compte pour l'instant dans la gauche, eh bien, on arrive à moins de 30%.
Bon, entre 25 et 30%. Je vous rappelle que le Parti communiste faisait à lui tout seul, jusque dans les années 70, 25% des voix à lui tout seul. Hein, j'insiste. Donc par conséquent, sur une histoire à moyen terme, la gauche est en déperdition. Le Parti socialiste a été quasiment siphonné entièrement par LREM. Une partie de l'électorat LR, mais je suppose qu'on va en parler tout à l'heure, a été siphonnée également par Macron. Et donc, par conséquent, pour ce qui est de la gauche de l'échiquier politique, je pense qu'ils sont dans une lente disparition et quasiment inéluctable. Et qu'en revanche, le libéralisme, qui, alors là, pour le coup, est vraiment dominant, et quand je parle de libéralisme, je ne réduis pas cela aux questions fiscales, à la spoliation des entreprises, des familles, à la bureaucratie, etc. Je parle vraiment du libéralisme au sens philosophique du terme, c'est-à-dire une philosophie subjectiviste, contractualiste, le libéralisme qui aujourd'hui est dominant et qui s'était retrouvé sur la droite du spectre politique en raison du développement du communisme, de l'affrontement Est-Ouest, eh bien ce libéralisme est en train de reglisser sur la gauche. Hein, et c'est pas parce que malheureusement des personnes se sentent authentiquement, je dirais, à droite parce que justement anticommunistes, ce ne veut pas pour autant dire qu'elles ne vont pas se retrouver sur la gauche du spectre politique. Pour l'instant, en tout cas, Macron est au centre, ce qui d'ailleurs lui assure, je dirais, une garantie d'être réélu parce qu'il peut capter l'électorat modéré de droite et de gauche. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui est de la gauche en elle-même, pour répondre directement à votre question, on est dans une lente dégradation de leurs résultats. L'ambiguïté en plus, je dirais, de certains partis politiques, la France insoumise en particulier, qui flirte avec le communautarisme, eh bien, fait que son discours en faveur des catégories sociales populaires qui sont, elles, directement confrontées aux questions du multiculturalisme, eh bien, décrédibilise ce mouvement. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de raison que la décrédibilisation du socialisme et du collectivisme plus précisément, mais du socialisme en général, et je dirais l'ambiguïté, communautariste de cette gauche, eh bien, ne la conduisent pas à disparaître, sauf à ce que, et alors ça c'est une des possibilités, sauf à ce que la gauche, et pourquoi pas l'extrême gauche, soit instrumentalisée par un électorat d'origine immigrée qui voudrait l'utiliser pour s'imposer sur la scène politique. Et ça, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de députés de la France insoumise qui ont été élus grâce à cet apport électoral. Pour l'instant, ils n'ont pas véritablement pris forcément conscience de leur puissance au niveau national. En revanche, au niveau local et pour les municipales, je crois qu'il faudra scruter cela de manière très attentive. Mais hormis l'instrumentalisation de la gauche par, je dirais, l'islamisme, pour dire les choses très directement, je considère que le socialisme est en déperdition. Il nous reste à peu près 5 minutes ensemble, Guillaume Bernard, et j'ai envie de poser la question à mes 5 ou 10, j'exagère à chaque fois, Guillaume, vous le savez bien. J'ai envie de poser la question à mes invités en plateau, puis à vous, sur l'échec de la candidature de François-Xavier Bellamy, sans revenir sur le psychodrame de la droite, puisque je pense que tout est évident. J'ai moi-même témoigné du fait que Geoffroy Didier avait cherché les parrainages de Jacques Bompard dans son bureau de l'Assemblée nationale à 2 reprises pour dire finalement qu'il fallait que la droite arrête avec le conservatisme social, dont on peut reconnaître à Jacques Bompard une certaine maîtrise. Donc on peut dire que le psychodrame qui a fait suite n'était pas très intéressant. En revanche, Léon Morin, est-ce que pour vous, le score de François-Xavier Bellamy pouvait être anticipé ? Je le dirais difficilement. Je pense que dans tous les cas, il faut faire attention à ce que disent les sondages, parce que les sondages peuvent, être instrumentalisés un peu dans tous les sens. Cela dit, un écart de 5 points à presque un peu plus, presque 6 points, entre ce qu'annonçaient les sondages et la réalité, 8,5% des voix en faveur de François-Xavier Bellamy. Là, je saurais pas trop dire si c'était véritablement anticipé ou anticipable. Ce qui est certain, c'est que l'électorat catholique, vraisemblablement, ne s'est pas reporté sur François-Xavier Bellamy, contrairement à ce qu'on pouvait attendre. Puisque, selon certains sondages, l'électorat catholique pratiquant
régulier. Il a voté à peu près à 47% pour Emmanuel Macron, enfin pour la liste En Marche, et l'électorat catholique dit pratiquant, c'est-à-dire j'imagine qu'il ne va pas à la messe tous les dimanches ou qu'il y va au moins une fois par mois, lui a voté pour 30% pour une liste, pour les listes En Marche. Et donc on s'aperçoit que fondamentalement les catholiques en tout cas n'ont pas fait confiance à la liste de François-Xavier Bellamy. Alors est-ce que c'était à cause de la personnalité de François-Xavier Bellamy ou à cause de la constitution de sa liste? C'est très difficile à dire. Est-ce que c'est parce que historiquement les catholiques se déportent vers la droite, enfin vers le centre, etc. Enfin, c'est assez difficile à analyser. Je pense que ce qui est certain, c'est que il y a dans ces 8,5% un électorat ferme pour les Républicains. Et à mon avis, ça fait partie de leur base, et c'est leur base en fait qui s'est mobilisée. J'ai l'impression qu'elle s'est globalement quand même bien mobilisée pour François-Xavier Bellamy. Emmanuel de Gestas, Laurent Geoffrin titre son éditorial ce matin sur la défaite de la droite de la pensée Finkielkraut. Est-ce que vous partagez son avis ? À court terme, oui. De fait, je veux dire, les chiffres, ils sont là. Comme le rappelait Léon, les 8% de Bellamy, ils sont là, ils sont pas contestables. C'est une défaite pour cette droite-là. Maintenant, je sais plus non plus où j'ai lu ça. Les graines ont été semées, si vous voulez. Je pense qu'il y a des graines qui ont été semées. Et je pense que à long terme, vraiment à long terme, la candidature de François-Xavier Bellamy pour la droite n'aura pas été totalement inutile. C'est-à-dire qu'il aura été capable de montrer qu'on peut être un intellectuel et un bonhomme politique. Je voudrais un peu développer... Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être un bonhomme politique quand on fait 8% des voix ? Bon, dans l'histoire de la République française et dans l'histoire des partis politiques, il y a d'autres personnages qui ont fait des scores absolument ahurissants et qui se sont retrouvés Premier ministre. Si vous prenez par exemple Manuel Valls, c'est quelqu'un qui a fait 2,5%. Enfin bon, ça existe. Christiane Taubira, là ce sont des personnalités de gauche, mais ça existe en réalité. On peut peser et je pense que c'est la force de François-Xavier Bellamy en fait. C'est aujourd'hui d'avoir un socle solide et d'avoir réussi à concentrer en fait toute la campagne d'ailleurs parce que ses colistiers se sont très très peu exprimés, ça a été quasiment le seul invité dans les médias à s'exprimer au nom de la liste et au nom du parti Les Républicains. En revanche, ce qui est certain, c'est que comme le discours des Républicains n'était pas tranché sur la question européenne, eh bien ça nuit concrètement à la fracture qu'on pouvait attendre entre justement des partis sur cette question-là, quoi. Emmanuel de Gestas. Oui, moi, je vous écoutais là, il me revenait deux éléments. Les 8% de François-Xavier Bellamy, souvenez-vous tout de même qu'au mois de décembre dernier, quand la tête de liste n'avait pas encore été nommée, la liste était donnée à 8%. Et à l'époque, c'était Wauquiez. Enfin, c'était Wauquiez le chef de parti, c'est toujours le cas pour l'instant. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'en réalité, je pense que ce score n'est pas imputable. En fait, la défaite, elle n'est pas imputable à François-Xavier Bellamy. Elle est imputable à Laurent Wauquiez, de mon point de vue. C'est-à-dire que c'est Laurent Wauquiez qui a pourri la campagne, pour être très franc. C'est lui qui a pourri la campagne. C'est-à-dire qu'il a, comme l'expliquait votre invité, il n'a pas été capable de trancher entre le fédéralisme et le souverainisme. Il était sur une position intermédiaire, avec un candidat qui, lui, était franchement conservateur. Il faut être capable de s'y retrouver là-dedans. Et de fait, les électeurs ne s'y sont pas retrouvés. Et la chose que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un précédent d'un intellectuel, qui était certes un homme politique beaucoup plus rompu que François-Xavier Bellamy, mais un intellectuel tout de même en politique, et ça a mal marché, ça a mal fini pour lui. Je pense évidemment, il vient de la gauche, je pense à Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement en 2002, quel est son score ? Autour de 5%, je crois, au premier tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, il a été ministre de la Défense 2 fois, c'était quelqu'un de très qui pesait au sein du Parti Socialiste, avec son mouvement le CRS. Vous voyez, ça a mal fini pour lui, quoi. Guillaume Bernard, votre analyse du mauvais score, de la contre-performance de François-Xavier Bellamy ? Alors, il y a pas mal de choses à dire, si vous me laissez quelques minutes. Allez-y. Je crois que, d'abord, effectivement, il y a un décalage assez important, ça a été dit, mais je veux insister, entre ce que les sondages annonçaient et le score réalisé.
et c'est au-delà des marges d'erreur. Donc là, pour le coup, les sondeurs n'ont pas anticipé le regain de participation, et donc la surmobilisation de la France périphérique qui a voté RN et de la sous-mobilisation de comment dire des classes supérieures qui certes sont allées voter, mais qui du coup, quand elles sont allées voter, et en particulier quand c'était des catégories sociales âgées, ont glissé vers LREM, soit par libéralisme, défense de ses intérêts, de son portefeuille, soit plutôt que de ses valeurs, et soit par tout simplement défense de l'ordre, peur du désordre, peur des gilets jaunes. Bon. Donc là, il y a quand même effectivement un élément intéressant à voir que le résultat n'avait pas été anticipé. C'est effectivement un mauvais score parce que le score de référence, c'était celui de Nicolas Sarkozy en 1999, lorsqu'il avait été dépassé par la liste Gillier-Pasqua, et son score c'était 12,8. Et très sincèrement, moi je pensais qu'on arriverait sans doute au-delà, que la dynamique de la campagne, parce qu'elle était quand même réelle, la nouveauté du personnage, ses qualités intellectuelles, eh bien permettrait effectivement à LR de doubler le score du départ. Là aussi ça a été dit, puisque au départ la liste était donnée à 8% et qu'elle est revenue effectivement à 8% en étant quand même montée dans les sondages. Alors, qui est responsable? D'abord, Bellamy a parfois commis quand même un certain nombre de maladresses. Lorsqu'il dit qu'il se sent plus proche de Juncker que d'Orban, je ne suis pas certain que ça attire absolument l'électorat conservateur. Il me semble que là, c'est quand même des erreurs, je dirais, de langage qui ne sont pas comment dire, pardonnables à ce niveau de la compétition. De la même manière, quand il dit que finalement il se sent plus proche de Macron que de Marine Le Pen, là, je crois aussi qu'il n'a pas peut-être tout à fait compris quelles étaient les aspirations de la base LR. Bon, donc ça, déjà, une première erreur. Mais au-delà de ça, c'est évidemment l'ambiguïté du positionnement de cette liste et du parti politique qu'il représente qui explique cet échec. À partir du moment où, évidemment, entre les fédéralistes d'un côté et, pour dire les choses rapidement, les souverainistes de l'autre, entre ceux qui disent il faut continuer l'Europe telle qu'elle, allons-y comme si de rien n'était, et ceux qui disent finalement il faut revoir la construction européenne, son entre-deux qui consistait à dire on reste dans l'Union mais on essaye de la réformer de l'intérieur, tout en ne voulant pas pour la réformer de l'intérieur s'allier à ceux qui sont les forces montantes au niveau européen, c'est-à-dire l'alliance conservatrice populiste que l'on voit en Autriche, que l'on voit non pas par une alliance mais par le simple parti, le Fidesz d'Orban, le PiS polonais, etc. Bon, à partir du moment où il y avait cette ambiguïté-là, il a perdu en crédibilité. Et il a perdu en crédibilité, non pas peut-être lui personnellement, mais tout simplement parce que c'était la ligne qu'on lui avait demandé de tenir. Il a accepté de le faire, donc c'était à ses risques et périls, mais il a accepté de tenir cette ligne, et cette ligne qui évidemment manque de clarté. Encore une fois, les partis qui sont sortis les premiers, c'est des partis LREM, enfin RN souverainiste, pour dire les choses rapidement, LREM libéralisme, les Verts, l'écologisme, je dis pas l'écologie, parce que l'écologie véritable, c'est la défense d'un ordre naturel des choses, et c'est quand même plutôt une valeur de droite. Mais l'écologisme malthusien des Verts, au moins c'est une position, ce sont des positions claires qui donc ont facilité le choix, ont facilité le fait que les électeurs se prononcent en faveur de ces listes. Alors évidemment, maintenant se pose la question, et ça c'est un deuxième élément très important, est-ce que parce que LR se retrouve à 8%, parce qu'il y a un échec de Bellamy, est-ce que pour autant ça signifie que, il n'y a pas, je dirais, de dynamique à droite? Non, effectivement, tant que la droite sera divisée en partis politiques qui chercheront par ego, par intérêt, je dirais, partisan, à se siphonner les uns les autres et non pas essayer de créer, je dirais, une force alternative à Macron, il est bien évident que, évidemment, la droite se retrouve à son plus bas étiage, lorsqu'on a
additionne les différentes listes, eh bien on se retrouve à 35%. C'est le minimum de la droite. Pour que cette droite puisse renaître et puisse offrir une alternative à Macron, il faut évidemment qu'elle se recompose, qu'elle se réorganise d'un point de vue partisan au-delà des actuels partis politiques, parce qu'il n'y aura jamais d'alliance, je vous le dis tout de suite, il n'y aura jamais d'union des droites, il n'y aura jamais d'alliance des partis politiques, mais moi je préconise, et je pense qu'en revanche c'est possible, une unité de la droite, c'est-à-dire une unité de ceux qui sont vraiment de droite. À partir du moment où effectivement, eh bien, LR se retrouve à ce niveau-là, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un espace politique pour une droite qui soit véritablement et authentiquement et ontologiquement de droite, mais ça veut dire en revanche que, eh bien, certes, les libéraux sont partis de chez Macron, et que l'espérance de vie de LR est peut-être, je dirais, limitée, mais qu'en revanche, je dirais, l'espace politique qui serait celui, effectivement, d'une droite réorganisée, lui, cet espace politique ne pourrait que, à mon sens, grandir. Donc voilà, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses, et là, malheureusement, nos hommes politiques et beaucoup de nos commentateurs confondent les deux. Il y a l'avenir du parti politique qui est LR, qui est évidemment aujourd'hui en grand danger, comme l'est le Parti socialiste, encore que l'un et l'autre disposent, je dirais, de relais locaux, d'élus locaux, je dirais, qui sont... évidemment, qui ont une capacité à faire survivre encore le parti politique. Donc ça, il ne faut pas donc confondre ce premier élément-là avec la question, je dirais, doctrinale, avec les valeurs qui, elles, sont lorsque l'on regarde les enquêtes d'opinion, des valeurs de droite qui sont majoritaires dans ce pays. Lorsque l'on présente, je dirais, ce qu'on dit en aveugle, c'est-à-dire sans étiquette politique, la défense de l'autorité de l'État, la défense, je dirais, des libertés économiques, la défense, je dirais, des frontières, l'idée de la préférence nationale, l'idée, je dirais, de défendre d'une certaine manière, peut-être l'intellectualiser un peu, disons, la subsidiarité pour permettre aux familles de choisir leur école, etc. Bon, eh bien, toutes ces idées-là sont majoritaires dans le pays. Elles représentent au minimum 60% de l'opinion publique. Dès qu'on les étiquette RN, LR, elles deviennent minoritaires. Eh bien, donc, c'est bien le fait que c'est l'offre politique qui est insuffisante, qui est défaillante, et non pas les idées qui, elles, pourraient être majoritaires et qui pourraient accéder au pouvoir si nos hommes politiques faisaient preuve d'un peu plus d'intelligence et peut-être d'abnégation en pensant peut-être à se retirer et à laisser la place à de nouvelles incarnations politiques. En tout cas, c'est ce qui me paraît très souhaitable. Léon Morin, vous souhaitiez intervenir ? Oui, je souhaitais aller dans le sens d'ailleurs de Guillaume Bernard parce que il faut regarder aussi l'histoire un peu de la constitution de cette liste. Valeurs Actuelles rapportait que c'était Philippe de Villiers qui avait soufflé à Laurent Wauquiez l'idée de prendre un philosophe en tête de liste. Visiblement, Philippe de Villiers aurait dit à Laurent Wauquiez choisissez soit un jardinier, soit un philosophe. Et naturellement, son choix, de par peut-être son parcours politique, ses études et autres, s'est porté vers le philosophe et il a choisi François-Xavier Bellamy en tête de liste. Le choix ne faisait pas du tout l'unanimité, on l'a vu après d'ailleurs, ça s'est exprimé, mais ayant fait ce choix de tête de liste, François-Xavier Bellamy, donc qui est une personnalité dont les idées en réalité sont clivantes au sein de LR, notamment ce que Geoffroy Didier et d'autres ont appelé le conservatisme social, eh bien en fait, il a fallu ensuite recomposer la liste et prendre d'autres personnalités. Alors il y a la deuxième de liste ou troisième de liste d'ailleurs, Agnès Evren, qui est issue elle des rangs de Valérie Pécresse. Et ensuite il y a Arnaud Danjean qui va plutôt représenter une tendance, disons Larcher, plutôt ces réseaux-là. Et après, on va passer, mais si on se concentre... Surtout, c'est deux inconnus. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans un monde où les élections sont très télévisées, LR a mis, Bellamy étant peu connu par ailleurs, médiatiquement, a mis des inconnus en tête de liste. Donc évidemment, c'était plus compliqué. Cela dit, LREM n'est pas exempte d'erreurs politiques, et même de, je veux dire, le choix de Nathalie Loiseau, qui était absolument inconnue nulle part, enfin bon, bref. Mais si on prend, en fait, ces trois... c'est la
façon dont ça s'est constitué la liste. Et ensuite, la façon dont un parti peut se mettre en branle pour une élection. La façon dont on va mobiliser les uns les autres, les réseaux, dont on va labourer en gros le terrain électoral. Eh bien, on peut se poser la question de savoir s'il a été vraiment fait ce travail. Et il semblerait qu'il n'ait pas été fait, notamment du côté des centristes, c'est-à-dire toute la frange que pouvaient représenter Agnès Evren, enfin Valérie Pécresse et d'autres, lors de des débats qui ont précédé les élections, en gros, ils n'ont pas travaillé. Et on a assisté quasiment à la même chose lors de l'élection de Fillon, à partir du moment où un certain nombre de personnes ont commencé à lâcher Fillon à cause des affaires des costumes et autres. Mais en fait, il y a un Bruno Le Maire qui avait déjà négocié en novembre avec Emmanuel Macron une place au gouvernement. Donc à partir du moment où en novembre, c'était donc en novembre 2016, il a déjà négocié avec Emmanuel Macron, alors que les élections sont en mai 2017, figurez-vous que pendant tout ce travail-là, il va pas travailler pour les élections, ni pour l'élection, de François Fillon. Donc là, on peut vraiment se poser la question de savoir si fondamentalement le parti les Républicains a fait le travail. Et les résultats montrent que non. Une discrétion de valeur actuelle parue le soir même de l'élection affirme que François-Xavier Bellamy aurait affirmé devant ses soutiens réunis que cette élection avait été sabordée de l'intérieur. Et pour parler des experts en sabordage de l'intérieur, Guillaume Bernard, j'ai évidemment envie de vous parler du président de la région Pays de la Loire, puisqu'il y a une... Qui est Bruno Retailleau, pour préciser pour les auditeurs. Alors, juste pour préciser, oui, il n'est plus président. président de la région, mais c'est vrai que c'est une majorité qui est, disons, de sa sensibilité. Oui. Voilà. Est-ce que ces résultats ne sont pas pour sa région les plus inquiétants, puisque, et ce sera mon ultime question pour vous, Guillaume, j'ai un peu comparé les chiffres, ça me paraît être celui qui a le moins de chances de passer aux prochaines élections régionales avec LREM en tête quasiment partout où il y a des voix à faire, autre part que pour le Front National dans le Grand Ouest. Alors, il est certain que Bruno Retailleau faisait pas partie, d'après les informations qu'on m'a données, de ceux qui étaient les plus favorables à la candidature de François-Xavier Bellamy, parce que d'une certaine manière, elle venait un peu marcher sur ses plates-bandes. Bon. Il l'a finalement soutenu parce que, évidemment, je dirais que doctrinalement parlant, il y avait quand même de larges convergences. Mais vous remarquerez que le sénateur fait partie de ceux qui, très rapidement après les résultats de dimanche, demandaient la démission de Laurent Wauquiez pour recomposer le parti, mais non pas en faisant ce que moi je préconise et ce que d'autres préconisent, je pense à Éric Tegner par exemple, c'est-à-dire une convergence de ce qui est la droite, qui a une convergence idéologique, mais recomposer, essayer de rattacher à LR les centristes et les libéraux qui sont partis ou qui sont en passe de partir chez LREM. Donc c'est vrai que c'est cette ambiguïté-là, moi je crois, et là je réponds directement à votre question, c'est cette ambiguïté-là qui explique vraisemblablement le fait que les électeurs se sont détournés de la liste de François-Xavier Bellamy, malgré lui, d'une certaine manière, malgré sa présence. On l'a tous, je crois, entendu. On veut bien voter pour Bellamy, mais on ne veut pas voter pour ceux qui sont derrière. Ce qui d'ailleurs pose un problème, et on fera une autre émission, si vous le voulez bien, sur la question du scrutin. Vous êtes toujours invité, vous le savez bien. mais c'est très gentil. Mais moi, je suis très hostile au scrutin proportionnel parce que ça donne un monopole aux partis politiques pour déterminer de qui est élu sur une liste nationale avec comment dire, une liste nationale ou une liste régionale. À la limite, je veux bien la proportionnelle à condition que j'ai le droit de rayer des noms et de changer l'ordre des noms. Mais enfin bon, passons. C'est une autre question. En tout cas, c'est l'ambiguïté du positionnement et de la composition de la liste qui, à mon sens, explique essentiellement le fait que des électeurs se sont détournés. Soit ils ne sont pas allés voter, soit ils sont allés voter LREM parce qu'ils se sont des libéraux, soit ils sont allés voter Rassemblement National, pas forcément par adhésion complète, mais en tout cas par préférence, parce que mine de rien, la politique, c'est une question de proximité. De qui est
mettons, le plus proche. Hein. On ne vote malheureusement pas pour des personnages idéaux, mais pour... Jusqu'à ce que Léon Morin se présente au présidentiel. Mais naturellement, mais évidemment. Mais en tout cas, voilà. Et donc, c'est cette ambiguïté-là qui explique ces résultats. Je dirais que, dans l'Ouest, qui a été marqué par la démocratie chrétienne qui a conduit, on le sait bien, à partir de la fin des années 70, au basculement de nombre de villes, puis ensuite de départements dans l'escarcelle de la gauche, eh bien, il n'est pas étonnant, effectivement, que lorsque l'on ne tient pas des positions clair, eh bien, cet électorat vacille, que cet électorat, eh bien, ne soit pas ferme, je dirais, dans ses convictions. D'une certaine manière, il vaut mieux prendre le risque, je dirais, qu'un électeur se détourne de vous parce que vous avez dit clairement les choses, mais au moins, je dirais, le choix est fait en conscience, est fait de façon rationnelle, plutôt que, eh bien, finalement, ce soit le résultat, eh bien, d'une ambiguïté. Or là, effectivement, on se retrouve dans les pays de la Loire, donc Sarthe, Maine-et-Loire, Mayenne, Loire-Atlantique et Vendée, avec une liste Bellamy qui arrive en 4e position quasiment partout. En 4e position. Derrière, donc, LREM qui est souvent en tête, parfois le Front National qui est en tête, c'est le cas, par exemple, de la Sarthe, 3e position pour les écologistes. Donc ça, effectivement, c'est l'électorat gauchiste qui s'est reporté sur cet électorat-là, gauchiste libertarien. Et puis, effectivement, 4e position pour François-Xavier Bellamy. C'est sûr que la région Pays de la Loire est une des régions qui sera vraisemblablement, je dirais, dans le viseur de LREM. Mais encore une fois, les régionales, c'est c'est 2021, c'est dans 2 ans. Entre-temps, il y a les municipales. Il y a peut-être la possibilité pour que les gens de droite prennent conscience que, en se débarrassant de leurs étiquettes nationales, des dictates des états-majors parisiens, en prenant en compte le terrain, eh bien, ils puissent constituer des listes d'union, des listes d'unité de la droite, par exemple avec une étiquette de la droite, et qui rassemblerait les diverses sensibilités. Si, eh bien, cet objectif-là est recherché, s'il peut être atteint dans un certain nombre de villes, eh bien, qui dit que ensuite, pour les départementales et les régionales, le même processus ne pourra pas se faire et créera une dynamique qui pourra trouver une incarnation à la présidentielle et effectivement là pouvoir offrir une offre politique alternative au macronisme. Un grand merci Guillaume Bernard de votre participation à cette émission et à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie. À bientôt Charles, merci beaucoup et bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. Et un auditeur nous demande s'il faut croire à ces résultats. Il nous dit, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une manipulation du ministère de l'Intérieur ? C'est difficile en général parce que chaque bureau de vote est contrôlé par des assesseurs, que les partis politiques sont présents dans la plupart de ces bureaux de vote, etc. Donc à moins qu'il y ait un complot généralisé de l'ensemble des partis politiques en faveur d'Emmanuel Macron, de LREM ou peut-être même d'ailleurs du Front National, du Rassemblement National, ça semble difficile à croire. Cela dit, il y a eu des cas de fraude qui ont été dénoncés dans certains bureaux de vote, comme il en existe d'ailleurs à peu près à chaque élection. Il y a des bureaux de vote qui posent problème. Je suis pas certain que ce soit déterminant sur le scrutin. Évidemment, la question qu'on a envie de poser maintenant, c'est le rapport européen du scrutin. Et nous avions entendu en France le fait que le Brexit se passait très mal en Angleterre, que les Anglais le regrettaient, etc. Et aux surprises, les électeurs anglais, Emmanuel de Gestas, ont mis très largement en avant un parti que Nigel Farage avait fondé moins de 2 mois avant, le parti du Brexit. Qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, qu'est-ce que les élites dominantes nous ont dit pendant au moins 2 ans après le Brexit? Les Anglais se sont trompés, il faut qu'ils revotent. Ils ont voté. Ils ont voté et ils ont mis le Brexit Party à plus de 30%. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire que tout simplement, les Anglais, par ce vote, ont confirmé que oui, ils veulent sortir de l'Union Européenne.
Il n'y a rien d'autre à dire. Et nous reprenons la discussion juste après un petit bobino. Dimanche 16 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 16 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils seront heureux de vous dédicacer leurs œuvres. À 11h30, conférence du professeur Paul de Vels de l'Institut Mensonge, mensonge. À 13h30, remise du prix Grand-Duc de la réinformation. À 14h, intervention de Marion Maréchal, les jeunes, la formation, la lecture. À 17h30, conférence de Jean-Paul Gourevitch, immigration et islamisation. Retenez, dimanche 16 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans. Et je serais ravi de vous y retrouver, non pas parce que notre technicien Adrien y jouera un superbe spectacle de claquettes, mais parce que je signerai l'ouvrage que nous avons réalisé avec Charlotte Dornelas et Benjamin Blanchard sur la genèse de SOS Chrétien d'Orient. Je rappelle que vous pouvez continuer à intervenir au cours de cette émission à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Philippe Pichot-Bravard, m'entendez-vous ? Très bien, bonsoir Charles. Bonsoir Philippe, merci d'avoir répondu aux débeautés pour cette émission. Nous étions en train de parler du Brexit. Et finalement, oui. Est-ce que le grand gagnant européen de ce scrutin, ce n'est pas Nigel Farage, à votre point de vue ? Ah, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est de relever que depuis 3 ans, que durent les négociations du Brexit, parce que la Commission européenne y met beaucoup de mauvaise volonté, qu'elle veut que cela se passe mal, pour décourager des pays qui seraient tentés d'imiter le Royaume-Uni. Depuis 3 ans, les commentateurs officiels nous expliquent que les électeurs britanniques ont été trompés par une communication mensongère, qu'en réalité, ils n'ont pas voulu quitter l'Union européenne, et que si c'était à refaire, ils voteraient pour rester dans l'Union européenne. Et ces élections européennes nous ont prouvé que tous ces commentaires étaient faux et que le peuple britannique souhaite rompre avec Bruxelles. Non pas rompre avec la coopération avec les différents pays de l'Europe, mais rompre avec le système mis en place par Bruxelles, par les traités successifs et entretenu par la Commission européenne. Et ce qui le montre, c'est évidemment le succès très net du parti du Brexit qui a remporté 1/3 des voix, auquel il faut ajouter d'ailleurs les voix de l'UKIP, qui avait ses propres listes, ce qui doit représenter au total quelque chose comme 37 ou 38% environ, c'est-à-dire 10 points de plus que l'UKIP il y a 5 ans. Ce succès est une leçon, est une indication très nette. Cette indication très nette, est-ce que vous l'avez ressenti également, Léon Morin ? Je crois que clairement là on peut pas tellement se poser la question de savoir si les Britanniques... Démission de Theresa May, gros débat pour savoir, les conservateurs sont à je crois 10-12%, changement total de leur possible direction. On sent que c'est quand même un traumatisme, enfin un séisme plus exactement dans la classe politique britannique. Oui, mais comme beaucoup d'élections peuvent l'être, en réalité, je pense que les Britanniques sont un peuple fier et que ça y contribue. Enfin, ça y participe et ils ont voulu le montrer. Je saurais pas dire si c'est contre leurs propres élites qu'ils ont voté, si c'est... En tout cas, ils ont clairement affiché un message, pas annoncé, mais ils ont clairement voulu faire passer le message qu'il fallait respecter la volonté du peuple britannique. C'est peut-être le plus important. Emmanuel de Gessas. Oui, moi ce qui m'a intéressé dans cette élection au Royaume-Uni, ça a été la défaite assez impressionnante et des conservateurs, des Tories et des travaillistes. Oui, Jeremy Corbyn fait un très mauvais score. Jeremy Corbyn fait un très mauvais score. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu comme en France avec le Parti Socialiste et l'UMP, enfin les Républicains, ils payent leur incapacité à trancher. Les conservateurs sont totalement divisés entre, par exemple, une Theresa May qui refuse d'engager le Brexit et quelqu'un comme Boris Johnson ou
plus encore comme ultra-conservateur, enfin le très très conservateur Jacob Rees-Mogg, qui est catholique, qui est ce qu'on appelle un hard Brexiter, qui veut la sortie no deal, sans accord. Et au niveau des travaillistes, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un Jeremy Corbyn qui est totalement, dont le parti est totalement, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, bouffé par l'indigénisme, le communautarisme et la soumission à l'islam politique. Et ça, ils l'ont payé très 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 cher. Philippe Pichot-Bravard, au-delà de la révolte du peuple britannique face à ce que certains ont voulu lui imposer, est-ce que vous pensez que le résultat des souverainistes, nationalistes et autres populistes, tels qu'on nous les a décrits, est satisfaisant dans le paysage européen ? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être la deuxième leçon européenne, c'est effectivement de constater que les gouvernements qu'on qualifie habituellement de populistes ont remporté chez eux un très grand succès. Vous voulez dire que vous réjouissez du succès de Matteo Salvini ? C'est insupportable, Philippe. Ah oui, bien sûr. Ah bah. Et c'est un succès qui dépasse même tous les pronostics, puisqu'à lui seul, il obtient pratiquement 35% des voix pour la Ligue du Nord, alors qu'aux élections législatives de l'année dernière, il n'en obtenait qu'à peine la moitié. Ce qui d'ailleurs pourrait lui permettre à l'automne de provoquer des élections anticipées. C'est un scénario très plausible et qui circule. Élections anticipées qui lui permettraient, avec quelques alliés, de dépasser les 40% permettant d'avoir la majorité absolue au Parlement italien, et donc de se débarrasser du mouvement 5 étoiles qui n'est pas un allié très, très, très opérationnel pour gouverner. Voilà. Et puis, outre l'Italie, qui va jouer un rôle important dans les prochaines semaines pour les négociations qui s'annoncent difficiles, pour la nomination de la Commission européenne, difficile entre les différents États, parce qu'il est clair que l'Italie, la Hongrie, l'Autriche, dès lors qu'elle aura réglé ses difficultés actuelles, et quelques autres pays n'auront pas, quant à la composition de la Commission, les mêmes objectifs que la France ou que Mme Merkel, sachant que le Royaume-Uni est toujours dans le dispositif, alors qu'il aurait dû ne plus être là. Et ce Royaume-Uni va peser dans ces négociations au sein du Conseil et entre le Conseil et le Parlement, et ces négociations risquent d'être assez délicates. L'autre succès fulgurant qu'il faut noter, c'est celui de Viktor Orban en Hongrie, qui obtient pour sa liste la majorité absolue, 52,3%, presque 53% des voix. C'est-à-dire un point de plus qu'il y a 5 ans. À ma connaissance, il doit être le seul gouvernement qui soit majoritaire au sein de l'Union européenne. Ce qui montre que la Hongrie, l'Autriche, avec le succès de la liste conservatrice du chancelier, l'Italie, tout cela montre que ces gouvernements sont soutenus par la population, et la comparaison est assez spectaculaire. Viktor Orban obtient en Hongrie 30 points de plus que Emmanuel Macron en France. Voilà. D'un côté, on a un gouvernement qui a son peuple derrière lui, de l'autre, on a un gouvernement qui n'a pas le peuple derrière lui. Et pourtant, Viktor Orban nous est présenté comme un semi-dictateur. Qu'est-ce que ça vous inspire, Léon Morin ? Il a subi de vraies attaques, et on nous l'a décrit comme quelqu'un de très contesté, alors même que visiblement la Hongrie est derrière lui. Après, la question, c'est de savoir aussi comment se sont déroulés les débats et comment s'est déroulée la campagne, sur quoi elle s'est polarisée. Et il semblerait que en Hongrie, il s'agisse effectivement d'un plébiscite de la politique de Viktor Orban et de son parti, et aussi un plébiscite de la vision qu'il porte pour l'Union européenne et pour la Hongrie au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que la Hongrie, qui est un petit pays globalement, veut peser, veut pouvoir se défendre, et ça, les Hongrois en ont pleinement conscience. Et il y a aussi un autre élément peut-être à avoir en tête, c'est la
la position de certains pays sur la route, sur les routes migratoires. Et on s'aperçoit que la Hongrie fait partie des pays qui sont sur cette route vers l'Angleterre, notamment, de tous les migrants qui peuvent traverser l'Europe, etc. Et ça, les Hongrois ont bien perçu que l'Union européenne, avec l'espace Schengen, même si elle en fait pas forcément partie, mais avec la monnaie unique, le marché commun, etc. En fait, posera problème à terme de ce point de vue-là. Donc, il y a peut-être deux choses à différencier. Après, je parle mal le hongrois, malheureusement, donc je peux pas lire la presse. Emmanuel de Gestas. Si vous voulez, pour rebondir sur ce que disait Léon Morin, je dirais qu'effectivement, en fait, les Hongrois, ils ont effectivement plébiscité la politique, notamment migratoire du Premier ministre Orban, qui en fait s'est posé vis-à-vis des Européens, notamment des Européens de l'Ouest, en rempart. Il le dit clairement, je suis le rempart de l'Europe chrétienne, disons simplement les choses. Et en tout cas, c'est ce qu'il dit lui. Et c'est son objectif, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il défend. Et ça, les Hongrois, visiblement, l'apprécient, l'acceptent, le veulent, le défendent. Et donc, ils le soutiennent, avec un score assez élevé, oui. Philippe Pichot-Bravard, est-ce que vous pensez que pour la droite française, ou disons pour les réactionnaires conservateurs français, il y a des enseignements à tirer du comportement plus positif de certains autres partis? Je pense aussi à un parti dont on parle peu en France, mais c'est le PiS polonais qui obtient des scores, je crois, autour de 33 ou 34. 45%. 45%, pardon. Mais effectivement, il y a dans toute une partie de l'Europe un succès d'une ligne politique à la fois patriotique et conservatrice. Et cela peut être une source puissante d'inspiration en France. Le Rassemblement national a obtenu dimanche en France un résultat qui est bon sans être exceptionnel, un peu plus de 23%. Si on additionne le total des différentes listes souverainistes ou patriotiques, c'est-à-dire Florian Philippot, c'est-à-dire Asselineau, c'est-à-dire Dupont-Aignan, on arrive à 29. C'est pas mal, mais 29, finalement, c'est le même résultat qu'obtenaient il y a 20 ans les listes Pasqua-Villiers, de Jean-Marie Le Pen, de Bruno Maigret et de Jean Saint-Josse. Donc, finalement, on piétine depuis 20 ans. On piétine. Alors, la division y est sans doute pour beaucoup, les querelles narcissiques de personnalité. Mais d'autre part, il y a sans doute une difficulté qui tient à la cohérence de la ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'on voit bien que ces élections européennes, elles ont prolongé la recomposition politique commencée il y a 2 ans. Et une recomposition qui visiblement se dessine autour de 3 blocs. Un bloc de gauche qui est plus de tradition PSU, c'est-à-dire progressiste, libertaire, autogestionnaire, 68ard, que vraiment populaire, avec les Verts et avec la France Insoumise. Un bloc du centre avec Emmanuel Macron, dont le pivot se déplace de plus en plus vers le centre droit, puisque par-delà la proximité du score, en fait, l'électorat d'En Marche s'est renouvelé dimanche dernier. Ils ont perdu 3 points au profit des 2 listes socialistes, 3 points au profit des Verts, donc ils ont perdu toute une partie de leur aile gauche, un quart de leur soutien, et ils ont compensé ces pertes en vampirisant la droite républicaine, d'où le score très faible obtenu par François-Xavier Bellamy. Ce résultat d'ailleurs n'était pas très surprenant, en ce que si les barons du Parti républicain ont choisi de mettre François-Xavier Bellamy, c'est précisément parce qu'ils jouaient perdant, et c'est précisément parce qu'aucun d'entre eux ne voulait assumer les conséquences des ambiguïtés, des positionnements, des trahisons, des échecs précédents. Et s'ils avaient eu l'espoir de faire un score ne serait-ce que correct, ils se seraient disputé la place pour pouvoir se positionner vers 2022. Bellamy a été dans cette affaire totalement sacrifié.
il est tombé dans une sorte de piège. Et encore, il est très possible qu'il ait rallié à cette liste-là des voix qui ne se seraient pas portées sur elle et qui se sont portées sur elle du fait de son profil intellectuel, de la qualité intellectuelle du personnage. Bon. Donc, cette droite républicaine est totalement moribonde aujourd'hui, elle n'a plus d'avenir. Si Laurent Wauquiez se présente à l'élection présidentielle, il va tourner autour de 5. Il ne fera pas beaucoup plus. Donc, par conséquent, il y a à droite une recomposition qui doit se parachever, qui a commencé avec la présence sur la liste du Rassemblement national de personnalités comme Thierry Mariani, comme Jérôme Rivière et quelques autres, le soutien de Nicolas Dhuicq, d'anciens parlementaires, et en fait, il faut accentuer ce mouvement-là, l'accentuer en rassemblant tous ceux qui défendent l'intérêt national, défendent la patrie, défendent les principes conservateurs essentiels de la société, notamment la famille, et tout en ayant le souci du peuple, le souci des classes populaires, de ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, de ceux qui ont de graves difficultés, des laissés pour compte. Bref, un discours à la fois patriotique, conservateur au plan philosophique, au plan des valeurs, sociales et populaires. Finalement, donner naissance à une forme de taurisme à la française, qui est la formule que porte la Ligue du Nord en Italie, que porte Orban en Hongrie, que porte la Pologne. Et là, on peut permettre à ce rassemblement national de monter sensiblement plus haut et peut-être de changer de dizaine. Emmanuel de Gestas souhaite intervenir. Et vous savez, cher Philippe Pichot-Bravard, la ligne que vous proposez a en réalité déjà existé en France. Elle s'appelle le gaullisme en réalité. Elle s'appelle le gaullisme. C'est-à-dire que le général de Gaulle a eu la capacité d'arriver à réunir cet électorat conservateur plutôt socialement aisé et cet électorat massivement populaire, les fameux futurs laissés pour compte de la mondialisation, et en assumant ce côté conservateur et ces valeurs, oui, essentiellement conservatrices et patriotiques. Et ça a fonctionné. Alors, bon... On va pas rentrer dans un débat historique, mais vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Alors, évidemment, il faut sortir de tout ce qui entoure... de tout ce qui entoure le gaullisme. Le gaullisme, c'était il y a 50 ans. De Gaulle est mort depuis 50 ans. Bon, tout ça appartient au passé. Mais la formule sociologique qui consistait à réunir derrière les principes patriotiques et conservateurs toutes les classes sociales, ça c'est l'idée qui était déjà la formule du colonel de la Roque dans les années 30 avec le PSF, c'est la formule qu'il faut retrouver. Il y a un point qui m'a paru intéressant dans le résultat de dimanche, c'est le fait que Jordan Bardella, qui était un jeune candidat qui était parfaitement inconnu il y a 6 mois, qui s'est très bien défendu dans les débats, qui a fait très bonne impression dans les discussions, a réussi finalement à obtenir un score qui est supérieur à celui qu'a obtenu Marine Le Pen il y a 2 ans au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui montre que on peut emporter un succès sans être obligé d'en passer par la présence de Marine Le Pen comme candidate. Ça ouvre des perspectives pour 2022 et à mon avis des perspectives qui peuvent permettre de surmonter le souvenir de l'échec de l'entre-deux tours de 2017 et de surmonter également toutes les vieilles rancœurs et querelles qui minent la droite française et qui peuvent permettre de donner un souffle nouveau à cette droite patriotique. Léon Morin.
Oui, je trouve effectivement cette perspective absolument intéressante qui est celle de savoir si le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, peut être incarné par une autre personne. Ce qui, à contrario, est plus difficile pour d'autres partis, comme on l'a vu avec du coup les Républicains, qui eux justement ont buté un peu sur sur la question de la personnalité, de la personne qui va réussir à incarner la ligne politique, à incarner un parti politique. On l'a vu, on peut aussi voir que LREM, La République En Marche, peut mettre une personne comme Nathalie Loiseau, qui est absolument inconnue, qui était catastrophique. Qui était catastrophique en campagne et dont on a révélé d'ailleurs qu'elle a été liée à l'extrême droite quand elle était jeune. Un certain nombre de choses comme ça qui devraient faire fuir en courant tous les progressistes européens, etc. En fait, a réussi à obtenir un score qui n'est pas catastrophique. Donc c'est assez intéressant. Il est vrai que pour les européennes, ça peut se poser. Cela dit, Marine Le Pen a quand même été très présente dans la campagne. Elle a beaucoup soutenu Jordan Bardella. Elle a toujours parlé, elle s'est toujours exprimée dans les médias. Et ça a été moins le cas pour d'autres personnes. François-Xavier Bellamy, par exemple, ça a été moins le cas, je trouve. En revanche, on a bien vu qu'Emmanuel Macron a été un peu a voulu sauver son soldat Ryan en se mettant sur tous les tracts de campagne, en mettant sa photo, la photo du président, etc. sur tous les tracts de campagne pour éviter, je pense, la catastrophe, quoi. Emmanuel de Gestas. Si vous voulez, sur Marine Le Pen, j'ai un genre de théorème, c'est-à-dire que je pense que, pour parler un peu trivialement, plus elle l'ouvre, plus elle perd des voix, plus elle se tait, plus elle en gagne. Pourquoi est-ce qu'elle a mis Jordan Bardella tête de liste? Pourquoi est-ce qu'elle a dit dans le Figaro, il y a une semaine, il me semble, qu'elle serait pas candidate au régional? Parce qu'elle a compris que si elle est candidate, elle sera battue. Elle se prépare, elle pense qu'elle peut gagner 2022, on verra. Je suis assez sceptique, mais on verra. Mais je pense qu'elle ne sera plus candidate jusqu'à 2022 parce qu'elle sait, au fond d'elle, que si elle se présente, elle sera battue. Et c'est pour ça qu'elle a mis Jordan Bardella. Et pourquoi est-ce qu'elle a choisi Jordan Bardella? Parce que Jordan Bardella lui doit tout. C'est-à-dire que là, on rentre dans la logique interne du Rassemblement National, ex-Front National. C'est-à-dire que c'est un parti qui est fondamentalement clanique et qui fonctionne autour d'un clan, le clan Le Pen, où on doit tout au chef. C'est le culte du chef plus, et tout dépend du chef, ou de la chef, je sais pas comment on dit, la cheftaine. et Marine Le Pen, elle sait très bien, et Jordan Bardella sait très bien qu'il doit tout à Marine Le Pen, qu'il est là grâce à Marine Le Pen, et donc Marine Le Pen, elle a mis Jordan Bardella parce que c'est un bon petit soldat, quoi. C'est un soldat très talentueux. Il est fort, il a du talent, il est très bon, ça a vraiment été une révélation de cette campagne, mais ça reste un bon petit soldat de Marine Le Pen, il lui fera jamais d'ombre. Et ça, c'est évident, parce qu'il lui doit tout. Philippe Pichot-Bravard. Alors, il ne fera jamais d'ombre, peut-être. Maintenant, il a malgré tout obtenu 5 200 000 voix sur son nom. Et il y a un avant et il y a un après. Et l'après, c'est qu'il sera au Parlement européen. En fait, assez éloigné des débats français. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, effectivement. Il sera au Parlement européen, il a acquis une dimension particulière et il ne serait pas le premier à tout devoir à quelqu'un et à s'émanciper ensuite. Maintenant, sans entrer dans cette logique d'affrontement ou de trahison qui serait toxique, qui serait nocive, je crois qu'il faut plutôt se placer dans la logique du bien commun et de la raison et réfléchir à savoir qui serait objectivement le mieux placé pour porter les couleurs de cette droite dans 3 ans. Je ne crois pas que ce soit Marine Le Pen. Vous semblez évoquer une grande absence du paysage public, Philippe Pichot-Bravard. Pardon ? Vous semblez évoquer une grande absente du paysage public. Oui, effectivement. De qui voulez-vous parler, puisque nous sommes à la radio? Je suis persuadé qu'une personne comme Marion Maréchal, dont je ne suis pas sûr qu'elle veuille revenir en première ligne, mais ce qui me semble, lorsque je tends l'oreille, lorsque j'écoute les uns et les autres, c'est qu'elle est aujourd'hui la seule qui fait l'unanimité.
Emmanuel de Gestas. Elle fait l'unanimité à droite. Je ne pense pas qu'elle fasse l'unanimité au sein du peuple français, pour une raison assez simple, son patronyme. C'est-à-dire qu'elle s'appelle Le Pen, c'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, la petite fille du diable de la République. Elle l'a enlevé de son nom. Ouais, mais ça, comment dire, les journalistes, le monde médiatique et politique ne se privera jamais de lui rappeler qu'elle est la petite fille du diable de la République, de l'homme du point de détail. Et donc, et puis, vous l'avez dit vous-même, est-ce qu'elle a envie de revenir ? Pas sûr. Elle a maintenant une vie normale. Ce n'est pas certain du tout. Oui, c'est ça. Elle a tellement été fracassée, sa vie personnelle a tellement été fracassée par la politique. Elle y a perdu quasiment sa mère. Elle a vu son grand-père et sa tante se déchirer. Enfin, je veux dire, elle s'est retrouvée sur les affiches de campagne il y a 3 ans. Enfin, c'était assez terrible pour elle, assez terrifiant. Je suis pas sûr qu'elle ait envie de revenir dans ce marécro de crocodile sanguinolent, quoi. Et puis, je pense que plus profondément, si c'est pas Marion Maréchal, c'est personne. Et je pense que la droite française... J'ai oublié Léon Morin. Ah, pardon, il y a Léon Morin. Mais très sérieusement, blague à part, je pense que le drame de la droite française, c'est qu'on a les idées, mais qu'on n'a pas les hommes pour les incarner. En tout cas, on n'a pas la personnalité, c'est-à-dire, disons-le, l'homme providentiel, pour incarner ces idées-là. Parce que je pense qu'à droite, il y a de plus en plus une convergence de plus en plus forte sur tous les sujets. À part, c'est vrai, sur les questions économiques et sociales, et encore que c'est en train de changer. Mais sur tout un tas de sujets, il y a une convergence qui est en train de se faire. Identitaire, souveraineté, conservatisme social ou sociétal. Il y a une convergence qui est en train de se faire. Mais il n'y a personne pour incarner vraiment ces idées-là. Ça, c'est pas Laurent Wauquiez, c'est pas Marine Le Pen, c'est certainement pas Nicolas Dupont-Aignan. Qui est-ce ? La question reste ouverte. Merci à tous, merci Philippe Pichot-Bravard, merci Léon Morin, merci Emmanuel de Gestas. 2 ou 3 annonces à vous faire. Le 13 juin prochain, Patrick Buisson offre une projection privée à SOS Chrétien d'Orient de son nouveau film sur le procès de Jeanne d'Arc. Toutes les informations sont sur soschrétiendorient.fr. Politique Magazine titre sur fait un nouveau j'ai oublié le titre du journal, mais très recommandé. Et enfin, Le Bien commun titre sur le capitalisme peut-il produire du bien commun. Fournissez-les-vous, ce sont de très bonnes lectures. À très vite à l'antenne de Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le Libre Journal des débats dirigé par Charles de Meyer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 29 mai 2019 de 21h30 à 23h et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.